nous allons toujours continuer avec le chargement de la structure. Donc, déjà, nous avons donné un peu de charge des poids propres ainsi que les poids propres du bardage, la poussière ainsi que les murs sur les poutres. Donc maintenant, nous allons essayer d'insérer des charges thermiques avant de passer au chargement dynamique des vents. Donc pour les charges thermiques ici, voilà. Donc je clique par exemple sur le cas de charge qu'on avait prédéfini au préalable, TNIN. Et ici bien sûr, il faut que je donne un chargement thermique sur des éléments. Donc notamment, c'est surtout des éléments en métal ici qui seront beaucoup plus affectés facilement par rapport aux éléments béton armé. Parce que l'influence, si vous voulez, des charges thermiques, ça va dépendre un peu du coefficient d'expansion thermique du matériau. D'accord? Par exemple, pour voir ces coefficients, quand je viens sur l'onglet outils, préférence de la tâche, ici vous allez voir qu'au niveau du matériau ici, d'accord, quand je clique un peu sur modifier, parmi les propriétés du matériau, par exemple pour l'acier, voici le coefficient d'expansion thermique. Bien sûr, c'est degré Celsius -1 ici. Donc plus ce coefficient est grand, par exemple pour l'acier, c'est beaucoup plus grand par rapport au béton, bien sûr, également par rapport à l'acier, par rapport à l'aluminium qui est également beaucoup plus fragile vis-à-vis des charges thermiques par rapport aux autres matériaux. Donc vous voyez bien sûr le coefficient ici, il est très faible, mais bien sûr une simple variation même du 0,1 par exemple entre le béton ici et l'acier, ça peut faire une grande différence. D'accord? Voilà. Donc ça va dépendre surtout de ce coefficient. Donc je vais vous montrer ici à ce niveau. Donc je peux fermer cette fenêtre là. Donc c'est le robot pour donner, d'accord, les charges thermiques notamment, d'accord, sur la barre ici. Donc toujours c'est au niveau de définir charge, la définition des charges. Cette fois-ci, puisque ce sont un peu des éléments linéaires, donc je clique au niveau des barres. Et ici nous avons notamment ici cette partie, la charge de dilatation. Et là ici nous avons la charge thermique. Donc sachez que bien sûr, ces deux sont exactement les mêmes, mais il y a une différence entre les deux. Je vais vous montrer, c'est laquelle. Ici par exemple, quand je clique sur charge de dilatation, ici le logiciel me donne uniquement la possibilité, d'accord, de calculer la dilatation ici, dl, du matériau, soit de façon relative ou de façon absolue. D'accord. Quand je donne par exemple absolu, c'est comme je dois calculer la dilatation, bien sûr, en mètres sur chaque barre, puisque ici la longueur seulement diffère. Je vais vous montrer la formule parce que la dilatation ici, c'est le coefficient d'expansion thermique. D'accord, il faut multiplier surtout par la variation de la température, multiplié bien sûr aussi par la longueur. D'accord. Donc ici, la dilatation absolue, rapidement je vous montre ici. Donc pour la dilatation, d'abord deux parties. Une première partie, c'est avec la méthode de dilatation et l'autre là, c'est thermique. D'accord, donc c'est les deux moyens pour donner les charges thermiques sur le logiciel robot. Donc ici, je viens ici par exemple là, voilà. Donc là ici, pour la méthode de dilatation, soit nous avons absolu, ou bien nous avons relative. Donc pour l'absolu ici, on doit calculer la dilatation DDL qui sera bien sûr en mètres. Donc dilatation en mètres, ça fait tout simplement alpha, le coefficient d'expansion thermique qu'on a vu tout de suite dans outil préférence de la tâche, matériaux, multiplié par la température dt, gradient de température ici, et multiplié bien sûr par la longueur. Ok. Mais pour ce qui est de dilatation ici, pour ce qui est de dilatation relative, DDL, cette fois-ci ce n'est plus DDL, mais ça sera DDL sur L. Donc ce n'est plus ici, l'unité ici c'est en mètre, mais là l'unité ici c'est en mètre, ou bien en millimètre ou centimètre, mais là ici ce n'est pas bien sûr en mètre. Alors c'est ça, sans unité. Donc là ici DDL sur L, ça fait tout simplement c'est la même chose, sauf qu'on juste en fait descendre le L ici en bas, donc ça fera seulement alpha dt ici. Donc coefficient d'expansion fois la variation de la température.
Donc, on a le choix entre les deux. Donc, des préférences. Parce que quand vous utilisez cette première méthode ici, normalement, si vous avez les mêmes longueurs de barres sur les modèles, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais une fois que vous avez des barres de longueur distinctes, il faut calculer, puisque la formule ici, la longueur intervient, donc il faut calculer bien sûr pour chaque longueur de chaque barre. Donc, on aura plusieurs calculs de dilatation à faire. Donc, de préférence, on n'utilise pas la partie absolue, mais utilisez surtout la variation ici, d'accord, de dilatation relative. Donc, dans ce cas, on fait seulement d de L sur L, c'est égal à alpha fois dt. D'accord, bien sûr, alpha, c'est connu, le coefficient d'expansion thermique. Et le dt ici, tout simplement, ça fait la température. Également, pour le dt, on va avoir deux cas, tout simplement. Donc, on va prendre les cas minimum, comme on a nommé T-min, et les cas maximum T-max. Donc, on va faire en sorte que le logiciel prend deux cas de température. Par exemple, en temps froid, donc la température ici T, qu'on avait nommé T-min, d'accord, supposons par exemple en temps froid, ça fait un exemple de, par exemple, de moins 3 degrés, ou moins 5 degrés par exemple, moins 5 degrés en temps froid, et par exemple en temps chaud, donc température maximum, donc ici la température ça sera par exemple, supposons à 30 degrés. Bien sûr, ça va dépendre de la zone du projet, donc la variation de température dans la zone du projet. Donc on va créer deux cas distincts, parce que normalement il ne faut pas combiner les deux, d'accord. On crée deux cas, on va faire en sorte que en cas de température, d'accord, basse, par exemple en hiver, donc on va faire une variation de température, notamment ça sera un rétrécissement, puisque la température est négative, par conséquent la dilatation sera négative également, donc c'est un rétrécissement. Mais en temps chaud, bien sûr la température ça sera tout simplement, d'accord, 30 degrés Celsius, par exemple, comme ce qu'on a pris ici, et bien sûr ça sera une dilatation au lieu d'un raccourcissement, d'accord. Donc on prend les deux cas des possibilités. Bien sûr, cette dilatation ou bien ces rétrécissements, ça peut jouer surtout sur les déplacements, d'accord, des nœuds des différentes barres. Ok, bien. Donc ça c'est l'hypothèse qu'on va prendre à ce niveau-là, c'est très important, d'accord. Et bien sûr maintenant pour la température thermique, d'accord, parce que là ici sur le logiciel robot ici, nous avons la température. On va voir comment calculer. On va voir ça comment calculer, d'accord. Et nous avons également la partie ici thermique à ce niveau-là, d'accord. Donc là ici, nous avons trois variations dt, voilà, suivant x, suivant y, suivant z. Donc je vais vous expliquer ces trois éléments, c'est très important, d'accord, parce que ça peut faire en sorte que, d'accord, la barre en question aura des efforts normaux, d'accord, mais aussi d'autres efforts dans d'autres parois. Donc ça peut faire en sorte que la barre soit calculée, par exemple si c'est une poutre en béton ou autre, en flexion composée ou autre, d'accord. Donc là ici, et également je vais vous montrer la différence entre cette partie charge thermique, parce qu'il y a des cas où on peut utiliser soit l'un soit l'autre, mais il y a des cas où on ne peut utiliser qu'une seule. Et bien sûr, vous allez voir c'est quoi la différence. Maintenant, cette partie de température thermique, à ce niveau-là ici, dt, d'accord. Donc, ce qu'on a nommé ici, je vais vous expliquer. Donc, ici, le principe, c'est simple, d'accord. On procède comme suit.